Bonsoir, chers élèves. Nous nous retrouvons encore pour achever notre dernière leçon de géographie. Ici, ce sont les relations UE-ACP, un exemple de coopération nord-sud. Les relations entre l'Union européenne et les pays d'Afrique, Caraïbes et Pacifique. Voici le plan que vous voyez. Après l'introduction, nous allons donner les origines et les objectifs des relations UE-ACP. Après la deuxième partie, nous allons parler des différents accords, des relations UE-ACP, et puis nous allons voir un peu le bilan de ces accords entre l'Union européenne et les pays d'Afrique, Caraïbes et Pacifique. Dans l'introduction, vous pouvez retenir que les relations UE-ACP ont pour but de promouvoir la coopération économique entre deux groupes de pays. Depuis quelques années, ces rapports sont redynamisés dans le cadre d'un nouveau contexte de coopération, renforçant ainsi ce partenariat qui lie la communauté européenne aux nations d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Alors, quelles sont les origines et les objectifs des relations entre l'Union européenne et les ACP et les pays ACP? Au niveau des origines, quand vous vous référez dans un premier temps à la désignation UE-ACP, vous vous rendrez compte que c'est deux grands ensembles géopolitiques qui sont mis ensemble dans ces relations. Comment cela s'explique? Au niveau géographique, l'ensemble des pays de l'Union européenne est situé dans l'hémisphère nord et les ACP dans l'hémisphère sud. Sur le plan économique, les pays du nord sont généralement industrialisés. Ils sont riches, prospères, alors que ceux du sud sont en général des pays pauvres, sous-développés, producteurs et exportateurs de matières premières, minières, énergétiques et agricoles. Enfin, sur le plan historique, certains pays de l'Union européenne sont d'anciennes puissances coloniales, par exemple la France, l'Angleterre, la Belgique, même l'Allemagne, bien avant qu'elle soit défaite à la Première Guerre mondiale pour perdre ses colonies. Et les ACP colonies. Enfin, des pays d'Europe, surtout de l'Ouest, vont mettre en place en avril 1951 ce qu'on appelait la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la CECA, pour instaurer un marché unique pour le charbon, le fer et l'acier. Plus tard, cette communauté deviendra, le 27 mai 1957, la CEE, la Communauté économique européenne, qui instaure ainsi en ces pays membres un marché commun qui vise à la libre circulation des hommes, des biens en général, des marchandises. Si vous regardez bien, la plupart de ces pays, étant presque des États coloniaux, ont également décidé d'y associer leurs colonies, ce qui est évident. Pratiquement, les colonies sont en décolonisation d'un contexte de nationalisme généralisé. Pour ne pas perdre ces colonies après l'indépendance, parce que nous sommes encore dans la guerre froide, pour ne pas donner des velléités à ces colonies de commercer ou bien de s'inféoder peut-être à l'URSS, ces pays d'Europe occidentale en général, de la communauté économique européenne, vont associer les ex-colonies à leurs relations entre la CE et les 18 États africains malgaches associés. On va appeler plus tard EAMA, États africains et malgaches associés. Voici. Quels sont alors les objectifs assignés à cette relation
entre l'Union européenne et les pays ACP. D'abord, c'est pour promouvoir des échanges entre l'Union européenne et les ACP et assurer un débouché certain aux produits venant des pays ACP. En plus, ces relations ont pour objectif également de promouvoir la solidarité à travers l'aide au développement des ACP pour la garantie de la stabilité des coûts des produits primaires et le libre accès de ces produits sur le marché de l'Union européenne sans réciprocité. La deuxième partie, quels sont les différents accords juridiques et politiques institutionnels qui lient les pays de l'Union européenne et les ACP? Ils vont s'entendre sur plusieurs accords et au niveau de ces accords-là, ils vont prendre des décisions, n'est-ce pas? D'abord, vous avez les accords de Yaoundé. Ces accords ont été signés entre toujours la Communauté économique européenne et les EAMA, États africains malgaches associés. Il y a eu deux accords. La première convention de Yaoundé a été signée le 20 juillet 1963 et la deuxième le 29 juillet 1969. Les accords prévoient une part importante de l'aide financée par le Fonds européen de développement, ce qu'on a appelé le FED, aux pays d'Afrique francophone qui viennent d'être indépendants. Après les accords de Yaoundé, nous avons la convention ou les conventions de Lomé, parce qu'on a 4 conventions de Lomé. La première convention, Lomé 1, a été conclue le 28 février 1975. La deuxième convention de Lomé, qu'on appelle Lomé 2, le 31 octobre 1979. La troisième convention, le 8 décembre 1984, enfin Lomé 4, a été signée le 15 décembre 1989. Qu'est-ce qu'on retient de ces différents accords? À travers ces différentes conventions, plusieurs mécanismes ont été progressivement mis en place pour garantir un accès plus large des produits ACP au marché européen. Un système de stabilisation des recettes, d'exportation des produits agricoles, qu'on appelle le STADEX, et également un système de SISNI, fonds spécialisé pour les produits miniers pour soutenir les ACP dans leurs recettes d'exploitation minière. Je sais que si nous étions en situation réelle de classe, vous pouvez rappeler que monsieur, nous n'avons pas vu les accords de Cotonou et puis vous passez au bilan des relations EU-ACP. C'est en cela que vous nous manquez beaucoup en ces moments-là. Ok. Les accords de Cotonou. Les accords de Cotonou constituent un tournant dans les relations de coopération entre l'Union européenne et la ACP. Conclu en 2000, pour une durée de 20 ans, il possède une clause de révision tous les 5 ans et est doté d'un budget de 13,5 milliards d'euros les 5 premières années. Parallèlement à la lutte contre la pauvreté, placée au cœur de sa stratégie, le nouvel accord de Cotonou associe étroitement le dialogue politique. Pas le dialogue politique, on fait allusion à la démocratie, état de droit, droit de l'homme, etc. Donc, associer le dialogue politique et l'aide au développement. L'objectif de l'accord de Cotonou est d'instaurer des zones de libre-échange entre l'Union européenne et les pays ACP ou entre les pays ACP. Nous venons de voir les différents accords et conventions qui unissent l'Union européenne et les ACP. Maintenant, nous allons achever par le bilan de ces relations-là. Au niveau des acquis et des réalisations, les différentes conventions signées ont permis d'améliorer les conditions de vie, le niveau d'éducation
et la situation sanitaire dans de nombreux pays ACP. En plus, nous avons la réalisation de nombreux projets d'équipement socio-économique. Vous avez des ponts, des routes, hydrauliques villageoises, etc., etc. Même les écoles, les dispensaires, les hôpitaux. Encore, on a le renforcement de la formation des cadres par l'octroi des bourses d'études aux étudiants originaires des pays ACP. Enfin, vous pouvez retenir que dans ces relations-là, on a le libre accès des produits ACP au marché de l'Union européenne sans réciprocité. Voici ce qu'on peut retenir comme bilan. Mais il faut convenir avec moi qu'au-delà des acquis, il y a quand même des échecs. N'est-ce pas? Au niveau des échecs, on peut retenir qu'après plusieurs décennies, la coopération entre l'État ACP et l'Union européenne n'a pas donné des résultats escomptés. Il n'a pas empêché la marginalisation croissante des pays ACP dans le commerce mondial. Quand vous prenez par exemple l'Afrique, l'Afrique pèse pratiquement 1% dans le commerce mondial. C'est un paradoxe. À côté, nous pouvons citer la persistance des déficits commerciaux, la détérioration des thèmes de l'échange. Quand on exporte des produits, n'est-ce pas, les prix sont dérisoires, mais les produits finis, les prix sont exorbitants. Donc, il y a une marge à gagner de nos parents qui sont exportateurs de ces produits-là. N'est-ce pas? De plus, en plus, on remarque que les pays ACP sont de plus en plus endettés. Encore que certains pays membres de l'Union européenne sont réticents à continuer l'aide financière à ces pays-là. Parce qu'il y a deux chats à fouetter, ils apportent de plus en plus d'importance, et ce qui est normal aux pays de l'Europe de l'Est. Il y a un contexte de relations dynamiques dans l'espace de l'Union européenne. Il y a des défis auxquels les ACP sont confrontés. Les principaux défis que nous devons relever, bien que devons relever les ACP, seront donc l'amélioration de leur position concurrentielle à l'exportation et en surmontant les contraintes qui pèsent sur l'offre, les facteurs structurels, l'approvisionnement en intrants agricoles. Si tu veux être compétitif sur le marché mondial, il faut que tes produits soient des produits de qualité et obéissent aux normes. Ça, c'est clair. Ils doivent également, ces pays ACP, se conformer aux mesures sanitaires de pollution au sein de l'Union européenne. En conclusion, on peut retenir que les relations EU-ACP sont des relations très dynamiques, qui sont des relations nord-sud qui permettent aux pays d'Afrique, du Caraïbes et du Pacifique de se développer en s'appuyant sur les pays européens qui ont la technologie, qui ont le financement. C'est pourquoi c'est un exemple à encourager. C'est pourquoi les deux groupes doivent s'efforcer de surmonter, n'est-ce pas, les difficultés pour que cette relation puisse être redynamisée davantage et puisse avoir de l'avenir. Merci pour votre patience et on se verra en histoire pour achever les différentes leçons. Portez-vous bien.